La question du jour consacrée à la présidentielle au Brésil. Lula devance Bolsonaro. Le second tour aura lieu le 30 octobre. Avec 48,43% des voix, le représentant du Parti des travailleurs, ancien chef de l'État de 2003 à 2010, enregistre 5 points d'avance sur le président d'extrême droite sortant, autrement dit Jair Bolsonaro. C'est beaucoup moins que ce que les sondages prévoyaient. Bonjour Lamia Oualalou. Bonjour. Un résultat donc serré. Quels sont les différents commentaires que vous avez à faire justement sur cet écart beaucoup plus réduit que ce que prévoyaient les sondages? Oui, c'est un écart de seulement 6 millions de votes, donc c'est beaucoup moins que ce qu'on avait prévu. Je pense qu'effectivement, comme dans la musique qu'on vient d'écouter, le camp de la démocratie se réveille un peu chaos ce matin avec une sorte de gueule de bois. Il y a eu sans doute trop d'optimisme, heu, surtout à partir du moment où il y a eu une grande alliance d'artistes, de banquiers, d'establishment d'une certaine façon, qui disaient: «Bon, c'est Lula qui va gagner peut-être au premier tour ou au deuxième avec beaucoup d'avance». On n'a pas vu peut-être une partie du Brésil silencieux, profond, qui n'a pas déclaré son vote clairement aux instituts de sondage. Donc il y a une grosse critique, à l'encontre des instituts de sondage ce matin, qui est d'abord alimentée par le président Bolsonaro. Et donc on est dans un scénario d'incertitude parce que les 2 tours, c'est 4 semaines. C'est très, très, très long, dans une ambiance de violence comme on n'a jamais vu au Brésil, dans laquelle 7 Brésiliens sur 10 ont peur de déclarer leur vote. Donc on c'est un peu Donc un il saut n'est dans pas l'inconnu. possible de dire que cet écart, même si l'écart existe, donc je l'ai dit, 5 points, ça n'est pas suffisant pour pouvoir dire que Lula est, disons, le favori de cette élection? Non, Lula reste le favori parce que pour gagner, il faudrait que Bolsonaro change un fait inédit dans l'histoire brésilienne, c'est-à-dire qu'un deuxième arrive premier. Néanmoins, c'est encore une fois un très faible écart. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas voté seulement pour le président hier. On a voté pour des gouverneurs, pour des sénateurs, pour des députés. Et ces élections étaient extrêmement négatives pour la gauche de façon générale, très positives pour Bolsonaro. Ce qui fait que ça prive Lula d'endroits pour faire campagne. Donc je pense en particulier à deux grands États, qui sont l'État de Rio de Janeiro et l'État de Minas Gerais, où le candidat du président a gagné au premier tour, ce qui empêche Lula de faire campagne avec une force dans ces États-là. Comment expliquez-vous cela, Lamia Oualalou? Écoutez, on avait eu déjà un petit peu ça en 2018, donc une partie des Brésiliens qui ne disent pas leur vote. On pense que c'est très lié à la force des églises évangéliques, étant donné que la campagne se fait beaucoup dans les églises, même si c'est interdit par la loi brésilienne. En 2018, 7 évangéliques sur 10 avaient voté pour Bolsonaro. Là, les sondages donnaient à peu près un sur 2 qui allait voter pour Bolsonaro. On ne sait pas encore le résultat maintenant, on va voir les détails dans les prochaines heures. Mais clairement, l'agenda de mœurs est beaucoup plus important que ce qu'on a connu. Et il y a un vote. Sur quel thème? Parce que, a priori, Jair Bolsonaro, en termes de mode de vie, du point de vue de ses valeurs, il ne ressemble pas forcément à ce que l'Église évangélique peut promouvoir. Non, mais bon, d'une part, il n'y a pas une église évangélique, il y en a beaucoup. Et par ailleurs, c'est les porte-parole de Bolsonaro, d'une certaine façon. C'est le bolsonarisme. Je pense qu'une des leçons de cette élection, c'est qu'il faut arrêter de sous-estimer le bolsonarisme. Il est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense. Ça n'est pas du folklore. Quelque chose de très conservateur, très ancré dans la politique brésilienne maintenant. Même si Lula, d'ailleurs, est élu dans 4 semaines, ça va être une présidence en état de siège, véritablement, parce que le parti de Bolsonaro est le premier de très loin au Congrès. C'est aussi le premier au Sénat. Il a beaucoup de gouverneurs qui ont été élus. Ça va être très, très, très compliqué. Mais justement, on aimerait bien comprendre les ressorts de ce vote Bolsonaro, parce que en France, comme dans de nombreuses démocraties, celui-ci a souvent été moqué. On a souvent critiqué à juste titre sa gestion, la gestion du Covid par exemple, les dégâts qu'il cause sur l'environnement. Au Brésil, cela ne pèse pas auprès de ses électeurs. Cela n'a pas empêché donc de gagner des voix. Pourquoi? Si ça pèse, parce que c'est pour ça que Lula est en tête, après avoir passé du temps en prison et tout. Mais d'une part, il ne faut pas sous-estimer
tout le discours anti-Lula et anti-Parti des travailleurs, donc qui est le parti de Lula, après des années à répéter que la corruption avait littéralement pris ses partis, pris tous les gens qui sont autour de Lula, les enfants de Lula, même si ça n'a jamais été prouvé, au niveau de la classe moyenne, c'est un discours qui est très profondément ancré. Ensuite, pour revenir aux évangéliques et de façon générale à la façon de faire campagne, il faut mettre en avant le rôle très très important des réseaux sociaux. Donc le Brésil est un pays extrêmement connecté et la campagne de Bolsonaro, c'est l'utiliser vraiment de façon extraordinaire avec des fake news en permanence. Donc par exemple, on dit que Lula va fermer les églises s'il est élu et une partie des gens le croient. Donc il y a une partie, c'est sûr que les gens ont menti sur leur vote parce qu'ils savent que ce n'est pas bien de voter Bolsonaro, parce que 700 000 personnes sont mortes, parce que l'économie est en morceaux, parce que le pays n'existe plus sur la scène internationale. En même temps, voter Lula, ben, pour beaucoup, c'est trop dur, parce que ça a été celui qu'on a montré derrière les barreaux pendant très longtemps. Donc maintenant, il va falloir renverser cela, parce que maintenant, c'est plus Bolsonaro versus Lula. On est vraiment dans la bataille pour la démocratie. Pour revenir, si Lula a le contrôle du Sénat, si pardon, Bolsonaro, comme on le voit, a le contrôle du Sénat, s'il a aussi la Chambre, ce qui est le cas, ça lui permettrait, s'il est élu, de remettre en cause les équilibres au sein de la Cour suprême, qui est le seul, aujourd'hui, espace de résistance au pouvoir bolsonariste. Donc, à ce moment-là, on peut voir tout s'effondrer. On rentre, c'est l'apocalypse, en fait. Mais alors, que peut faire Lula? Il lui reste donc un mois pour faire campagne. Est-ce qu'il a la possibilité donc de garantir l'écart et de garantir sa victoire? Auprès de qui doit-il faire campagne, selon vous, Lamia Oualalou? Il faut faire campagne auprès de tout le monde. Il faut faire une grande campagne dans l'État de São Paulo, qui est le plus grand collège électoral du pays, et où le résultat a été extrêmement négatif. Il faut faire campagne auprès de cette petite classe moyenne qui a perdu beaucoup d'un point de vue symbolique, parce que ce qui se passe au Brésil, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, c'est ce qu'on voit aussi en France d'une certaine façon, c'est le phénomène de déclassement d'une petite classe moyenne. Donc c'est surtout des Blancs qui votent Bolsonaro, c'est surtout des gens qui ont perdu des éléments symboliques comme le fait qu'ils pouvaient rentrer seuls à l'université. Avec Lula, les Noirs sont rentrés à l'université. Ils perdent, on paye des impôts assez élevés au Brésil, on a des services publics qui ne fonctionnent pas bien. Donc il faut parler à cette population. La population la plus pauvre, elle est acquise à Lula. Elle a voté de très très loin pour Lula. Maintenant, il faut parler à tous ceux qui, dans les faits, perdent, mais symboliquement ne l'ont pas compris. Donc c'est quand même un vote qui, sur le plan social, est stratifié. Alors ça, c'est peut-être une différence avec ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, si vous dites que les plus pauvres ont voté pour Lula. Oui, c'est une différence parce que c'est aussi un pays beaucoup plus inégal et que les plus pauvres se souviennent que dans les années Lula, ils ont eu quand même une vie nettement améliorée. Donc, et une partie des plus riches maintenant votent Lula parce qu'ils... Ça aussi, c'est quand même une grande nouveauté, puisque au début, pour l'élection de Bolsonaro, en tout cas, les milieux d'affaires étaient, disons, à minima partagés. Oui, ils n'étaient pas partagés, ils étaient même totalement pro-Bolsonaro. Mais cette fois, c'est peut-être même dû à l'image du Brésil sur la scène internationale. Pour les grandes entreprises, c'est une catastrophe, un Brésil qui disparaît comme il a disparu, en fait. Au sein du pays, tous les marchés se sont effondrés, c'est une économie domestique qui est très importante. Et donc, eux, ils ont tout à perdre d'une certaine façon avec Bolsonaro. Mais il y a d'une part une lutte des classes qui est plus importante que ce qu'on pense. Et encore une fois, elle est très liée au symbole. Et une campagne du côté de Lula qui a eu du mal à se politiser. On a voulu faire plaisir à la chèvre et au chou, c'est très difficile parce que, voilà. Donc le problème, c'est qu'il faut maintenant, aujourd'hui, politiser cette campagne pour essayer de la gagner dans 4 semaines, ce qui est extrêmement long au Brésil. Merci Lamia Oualalou. Vous avez notamment publié Jésus t'aime, la déferlante évangélique. C'est aux éditions du Cerf.